Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir. Donc, vous êtes bien connectés au webinaire Essaim du jour qui a pour ambition d'explorer comment concevoir des modèles d'apprentissage qui sont adaptés aux enjeux de demain. Le thème que nous abordons aujourd'hui, c'est celui de la place des émotions dans nos dispositifs d'apprentissage et nos parcours d'accompagnement au changement. Donc, avant de plonger dans l'exploration de cette thématique, je vais juste vous donner quelques mots. Je vais d'abord vous inviter à peut-être fermez vos micros. On n'est pas trop nombreux aujourd'hui, mais c'est vrai que dès qu'il y en a un qui... Voilà. Je me donne le droit aussi de forcer la fermeture de vos micros. Voilà, donc avant d'explorer cette thématique, peut-être un petit mot pour vous rappeler, si vous n'êtes pas familier avec ce programme Essaim, qui organise ces webinaires. Donc, Essaim, c'est un projet qui est financé, qui est porté par France 2030. Son objectif est de créer en 3 ans un nouveau modèle de référence pour les acteurs de la formation. Un modèle qui doit renforcer des pratiques de conception et d'animation des dispositifs de formation, orienter adaptation et employabilité durable des apprenants. Donc ce projet a une spécificité, c'est sa conviction profonde du besoin de travailler en écosystème. Donc ce programme s'appuie et fédère les acteurs de l'innovation pédagogique pour cultiver l'envie de transformer au-delà de son propre organisme de formation ou au-delà de son propre territoire, cultiver l'envie de transformer un modèle, un système d'apprentissage en France pour renforcer l'employabilité durable des bénéficiaires de 16 à 67 ans. Dans le contexte actuel de transition de notre société, c'est un enjeu qui est critique et qui est bien identifié et soutenu par France 2030. Donc, Essaim fédère ces acteurs de l'innovation pédagogique en partageant des principes fondamentaux forts. Un de ces principes, donc, c'est le développement des compétences socio-cognitives au cœur de l'expérience apprenante, quelles que soient les compétences qu'on cherche à développer par les dispositifs. Un principe fondamental aussi autour du levier scientifique, intégrer le levier scientifique pour mesurer et valoriser l'impact des dispositifs de formation sur l'employabilité durable. Et puis, un autre principe qui est ce travail en écosystème collaboratif, ouvert, s'enrichir avec l'expérience des autres, mutualiser les efforts. Donc, la thématique de notre webinaire, donc sur le rôle des émotions dans l'apprentissage, vient nourrir cette dynamique collaborative des seins, en nourrissant nos réflexions, en favorisant les regards croisés. Et nous traiterons aujourd'hui de ce thème des émotions dans les dispositifs d'apprentissage en prenant l'illustration des dispositifs de développement de culture inclusive pour répondre aux enjeux de diversité dans nos organisations. Pour aborder cette thématique et pour vous apporter un éclairage, je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui nos 3 panélistes qui apporteront différents angles. Donc, Guillaume Clerc, qui est fondateur de Reverto, Reverto, qui est une entreprise qui développe et qui déploie des solutions de réalité virtuelle pour adresser les enjeux de formation et de changement de comportement dans la sphère professionnelle. Isabelle Battès, qui est associée chez Bellu Games. Vous pouvez faire un petit signe, voilà, merci beaucoup. Bellu Games, voilà, merci Isabelle d'être là, qui est co-autrice aussi de la fresque de la diversité et qui design et déploie des ateliers ludiques et participatifs pour adresser les enjeux d'apprentissage. Et enfin, Marwa Elzain, qui est chercheuse en sciences cognitives et comportementales chez Humans Matter. Bienvenue Marwa, et elle conduit ses recherches sur les mécanismes de décision collective, les émotions et les comportements sociaux en général. Et elle utilise actuellement ses connaissances en neurosciences et en sciences cognitives pour accompagner l'approche scientifique de Humans Matter au sujet de transition comportementale. Et moi-même, donc je suis Amandine de Gorguette, consultante qui accompagne les enjeux de transition vers un monde durable chez Humans Matter. Donc nous sommes ensemble pendant encore un peu moins d'1 heure et on se gardera quelques minutes à la fin pour répondre à vos questions. N'hésitez pas quand même à utiliser le chat pour partager vos questions. Et puis, allons-y. Je vais me tourner vers mes panélistes, y compris toi, Guillaume. De quoi parle-t-on quand on parle d'émotion? Guillaume, ça a commencé.
Donc, de quoi parle-t-on quand on parle d'émotions? Quelle place ont-elles dans nos sphères personnelles ou professionnelles? Comment sont-elles compatibles avec les attentes sur les prises de décision rationnelles? Comment sont-elles Attends, accueillies? excuse-moi Amandine, là, on a passé 3 fois 1 heure à discuter du début de ce webinaire et c'est pas du tout comme ça qu'on avait prévu d'annoncer la séance. Alors, je crois, Isabelle, et ça a été difficile de te mobiliser, mais c'est vrai qu'on a atterri sur cette introduction. Guillaume, si tu pouvais te concentrer, le séminaire a commencé, le webinaire a commencé, donc on a besoin de ta présence. Oui, Isabelle, si tu veux bien. j'arrive, je suis désolé, voilà, on n'avait pas prévu 13h30 à la base, donc On avait prévu elle 13h30. Je arrive pense que là. l'audience nous attend. Il est temps de se concentrer et d'avancer. Ok, hop. Fin de la mise en scène, fin de la petite mise en scène qu'on vient de faire. Donc, on vient de vivre un moment qui a suscité des émotions. Vous l'avez vu hein, chez nous, chez nos panélistes, même si c'est dans un jeu. Et la première chose qu'on veut vous demander, c'est est-ce que vous aussi, vous avez ressenti des émotions hein, on sait que c'était rapide, mais est-ce que vous pouvez nous partager dans le chat quelles émotions vous avez ressenties? Il y a pas de, c'est pas une histoire de bonne réponse. Enfin, vraiment juste si vous pouvez jouer le jeu et nous dire qu'est-ce que vous avez senti, même si vous n'êtes pas sûr c'est une émotion. Enfin, voilà, juste si vous pouvez nous partager ce que vous venez de ressentir dans cette petite mise en scène. On va attendre un peu, voir. Alors, on voit beaucoup de gêne, un peu de surprise. Saman qui trouve qu'on a bien joué, mais qui quand même a été gêné. Donc, je dirais que l'émotion de la colère aussi est assez présente, mais ça, c'est plutôt les acteurs qui se sont mis à fond dans ce jeu. Isabelle était stressée aussi par Guillaume et son téléphone, qui a commencé tôt, même au moment de nous présenter. Ok. Donc, tout le monde était légitime dans ses réactions et vous avez vu des choses sur nous aussi, effectivement. Vous avez vu des expressions peut-être apparaître, même nous, dans le jeu. Ok. Alors, du coup, maintenant, je vais enchaîner sur cela. Donc, effectivement, on a vu là quelques émotions. Enfin, vous avez mentionné quelques émotions, dont la surprise. Vous avez parlé de gêne aussi, mais on a vu surprise et colère. Donc déjà, bon, cette petite situation émotionnelle, l'idée là, c'était que ça peut aider à se souvenir de ce moment, donc justement, et on espère de son contenu. Et on part à partir de ces émotions qu'on a vues. Et donc justement, la surprise, la colère, ça fait partie des émotions, donc les émotions qu'on appelle des émotions basiques, en fait. Donc Ekman a défini 6 émotions basiques. Donc ces émotions-là, c'est la colère, la peur, le dégoût, la surprise, la joie, la tristesse. Et en fait, elles sont basiques car elles sont nommées basiques parce qu'elles sont considérées universelles, c'est-à-dire qu'elles sont censées être reconnues, enfin elles sont reconnues dans toutes les cultures, et cela parce qu'elles sont associées à des expressions émotionnelles qui sont spécifiques dans le visage et des accompagnements aussi physiques dans le corps. Et par exemple, vous pouvez penser à froncer les sourcils quand on est en colère, ou alors quand on a les yeux grands ouverts pour la peur, mais plutôt refermés pour le dégoût. Bref, il y a vraiment tout un mapping de comment nos muscles faciaux changent en fonction de ces différentes émotions. Et puis ensuite, bon, ça, ce qu'on appelle les émotions basiques. Ensuite, il y aura des émotions plus complexes. Et là, on a parlé de la gêne, justement. Il peut y avoir de la frustration, du regret, du soulagement, de la jalousie. Enfin voilà, la liste est plus longue ici. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent venir de l'interprétation aussi et qui peuvent justement des fois peut-être changer en fonction des cultures. Mais à partir de cette première définition juste des émotions pour cadrer. Je vais revenir quand même à la question d'Amandine. Donc, je ne sais pas si on a fait attention vu que tout a commencé à être voilà, avec la petite mise en scène. Mais elle a demandé justement plutôt dans le monde du travail, et elle nous a parlé de qu'est-ce qui se passe lorsqu'il est attendu de nous qu'on ait des décisions rationnelles.
Et je parle là, donc on sait que, en fait, dans le monde du travail, généralement, les émotions ne sont pas vraiment bienvenues. Et donc justement, donc dans cette question, elle m'a parlé d'une attente dans le monde du travail de décisions rationnelles. Et quand on parle de décisions rationnelles, d'habitude, ce que ça veut dire, c'est sans émotion, quelque chose qui est objectif, qui va relever d'une évaluation qui est chiffrée, de résultats possibles, en fait, vraiment tout évaluer pour pouvoir faire une décision. Voilà, une décision rationnelle, ça veut dire qu'elle s'appuie sur la raison. Et en fait, on sait aujourd'hui que cette distinction, décision rationnelle ou irrationnelle, n'a vraiment pas lieu d'exister. On ne fait pas des décisions rationnelles. Les recherches scientifiques sur le sujet montrent qu'une décision, en fait, est directement influencée par nos émotions. Et ça, c'est une bonne chose. Et c'est même essentiel. Les émotions donc guident les décisions. Il faut les accueillir pour pouvoir justement agir en fonction. Et ça nous amène donc effectivement à ce qui est présenté là, à la théorie des marqueurs somatiques de Damasio, qui démontre une complémentarité entre les émotions et la raison. Donc, en fait, ce qui s'est passé là, c'est que dans une expérience scientifique qui était menée par ces chercheurs, les participants ont joué à un jeu de cartes où ils devaient piocher dans plusieurs tas, les tas que vous voyez là. Et certains tas, en fait, étaient très risqués parce qu'ils pouvaient aboutir à des pertes énormes. Et en même temps de ça, il a mesuré la réaction émotionnelle que pouvaient avoir ces participants via une mesure de ce qu'on appelle la conductance cutanée. Donc, c'est ce qui est montré là avec la main et les petits capteurs placés sur la peau, donc une mesure de notre réaction émotionnelle. Et ce qui a été montré, c'est qu'il était essentiel en fait d'avoir une réaction émotionnelle forte, de réagir pour pouvoir apprendre à ne pas piocher dans des tas qui peuvent aboutir à des énormes pertes. Et puis cela, était associé à une région spécifique dans le cerveau, ce qui est là. Et justement, il a fait les mêmes études chez des patients qui ont une lésion dans cette région-là et qui, eux, justement, ne pouvaient pas avoir des réactions émotionnelles à cause de cela et donc continuer à piocher. Donc, on n'a pas besoin d'avoir de lésions, évidemment, pour faire ce type de comportement. On le connaît bien dans les types de jeux qu'on peut voir au casino, quand les personnes qui sont moins, qui peuvent quand même continuer et peut-être réagissent moins aux pertes. En plus de cela, il n'existe pas de dissociation claire entre de ce qui est du rationnel ou de l'émotionnel dans le cerveau. Donc justement, les régions cérébrales qui vont sous-tendre la décision ou la décision, l'action, et ceux des émotions sont en fait en permanente interaction et peuvent même se chevaucher. Et d'un point de vue évolutionnaire, les émotions guident en fait les actions. Donc le rôle même des émotions étant justement de pousser à l'action pour s'adapter à l'environnement dans lequel on est. Donc juste pour résumer sur ça, donc prendre de bonnes décisions ne se fait pas via des décisions rationnelles en calculant des formules mathématiques pour optimiser nos décisions à chaque fois qu'on doit faire ça. Vous imaginez, c'est trop compliqué. Nos émotions sont en fait là pour nous aider à répondre à notre environnement et prendre des décisions adaptées, que ça soit dans le milieu du travail ou ailleurs, dans tous les milieux dans lesquels on est. Et là, il y a un concept intéressant qui est amené par les chercheurs qui s'appelle, justement, dans cette idée de la rationalité, qui s'appelle la rationalité écologique. Donc, en fait, si on veut faire des décisions rationnelles, c'est que c'est rationnel, mais d'un point de vue, c'est de la rationalité écologique, parce que c'est dans un milieu donné. Ça va toujours être bien et adapté à notre environnement. Ce n'est pas forcément les meilleurs en théorie, quoi. Merci beaucoup, Marois, pour cette introduction et surtout d'avoir pris soin de cette crise émotionnelle que nous avons vécue en introduction et pour ces éclairages sur que sont ces émotions et comment elles font partie de nous dans nos actions, dans nos raisonnements et dans notre apprentissage. Donc, je me tourne maintenant vers vous, Guillaume et Isabelle. Dans vos dispositifs respectifs, comment vous prenez en compte ces émotions et leur rôle dans l'apprentissage? Isabelle, peut-être, je me tourne vers toi pour commencer. Ok, peut-être expliquer en quoi consiste mon dispositif. Peut-être d'abord, je peux peut-être vous parler de la fresque de la diversité, qui est un atelier en 3 heures, qui est inspiré de la fresque du climat. Donc, je ne sais pas si vous connaissez déjà la fresque du climat, un atelier en intelligence collective, à partir au sein duquel les participants, les participantes s'approprient des cartes pour faire émerger un raisonnement. Donc, nous, on s'est inspiré de cette mécanique-là en l'extrapolant et en introduisant des mini-jeux expérientiels sur chaque lot de cartes
et avec pour objectif pédagogique principal de l'atelier d'expérimenter les mécanismes cognitifs qui font qu'on peut être tous et toutes discriminants de façon non intentionnelle. Donc non seulement de comprendre l'articulation de ce phénomène, mais aussi de les expérimenter. Et une des émotions sur laquelle, enfin en tout cas sur laquelle on joue beaucoup, qui est prééminente souvent à d'autres émotions, c'est l'émotion de la surprise, où on vit une petite expérience. Avant tout, on est surpris et après cette première émotion de surprise peut parfois donner lieu à de la colère, de la gêne ou de l'empathie. Mais en tout cas, on joue beaucoup sur cet effet-là, sur chacun des mini-jeux et voilà, et des échanges entre les participants et les participantes. Je te Donc laisse la main, j'entends que Guillaume. ces émotions sont le fait de faire vivre ces jeux expérientiels permet aux apprenants de vivre ces émotions-là dans Oui, le c'est ça. En fait, dispositif. on propose un dispositif à chaque fois ludique qui permet de effectivement, on les prend, souvent un peu au piège ou à rebours de leur représentation ou de ce à quoi ils s'attendent et ça permet effectivement, à partir de la surprise, de faire émerger d'autres émotions, de pouvoir débriefer de leur vécu. Merci beaucoup. Et toi, Guillaume, comment vous avez un dispositif très différent, pas du tout avec des cartes, mais avec des casques de réalité virtuelle? Tout à fait, Amandine. Donc, nous, chez Reverto, on utilise voilà, cet outil, des casques de réalité virtuelle. Et quand on le met sur le visage, donc dans le casque, ça dure entre 15 et 20 minutes. Donc, on intervient sur des sujets du sexisme, de la diversité, du handicap, des risques psychosociaux, des situations de crise. Je prends un exemple, voilà, sur le sexisme. Vous mettez ce casque et vous devenez un personnage de l'histoire. En fait, l'idée, c'est pour comprendre, pour apprendre, ben, on va passer par le vécu. Et donc, on va devenir un personnage de l'histoire, on va être confronté à des situations et ça va créer des émotions. Ça va créer des émotions qui sont différentes selon les personnes, qui sont différentes selon le vécu. Certains vont ressentir de la colère, certains de la surprise, d'autres de la gêne. Et c'est de s'appuyer sur ces émotions, en fait, à chaque moment, de dire, ben, là, ce que vous avez vécu à ce moment-là, pour en 15 minutes, apprendre à identifier ces situations. Donc dire, par exemple, là, quand vous avez ressenti de la colère, à ce moment-là précis, c'était un agissement sexiste. À ce moment-là, quand vous avez ressenti de la surprise, c'était un harcèlement sexuel. Voilà comment l'identifier, voilà ce que dit la loi, voilà comment réagir. Et donc de s'appuyer sur ces vécus, sur ces émotions, pour faire de l'apprentissage. Merci beaucoup, Guillaume. Est-ce que, Marois, tu veux réagir avec ton angle de chercheuse et de scientifique à la façon dont les émotions sont prises en compte dans les dispositifs d'Isabelle et Guillaume? Oui, alors j'ai deux petites choses, donc peut-être par rapport à ce que vous avez dit. Donc Isabelle, justement, tu parlais de surprise. En effet, la surprise, c'est grâce à la surprise qu'on apprend. Donc notre cerveau est qualifié de prédictif. Donc on parle du cerveau prédictif. C'est pour dire que quand on navigue le monde et qu'on prend des décisions, on a toujours des attentes qui vont être là en fonction de notre vécu, de notre expérience. Et en fait, en fonction des résultats qu'on obtient, donc auxquels on ne s'attendait pas, donc cette différence entre les résultats et notre prédiction, donc on est surpris, que cela soit meilleur ou pire que notre attente, c'est là qu'on apprend et qu'on change nos comportements et nos décisions en fonction de cela. Et donc, ce feedback, ça peut être la réaction des autres, des résultats concrets, un avancement d'un projet dans le travail. Et constamment, à toutes les différentes étapes, on va adapter en fait nos prédictions et nos comportements en fonction de cette surprise ou non, ou ce qui se passe. Et l'autre chose que j'ai notée, donc que Guillaume, tu disais justement dans tes dispositifs, tu permets aux participants de vivre les expériences et de vivre chacun des émotions, donc en fonction de leur vécu. Et en effet, en fait, on sait qu'on n'apprend pas de la même manière quand on apprend via l'expérience ou quand on décrit une situation. Bon. Et ça, c'est ce qu'on appelle experience description gap. Donc, c'est vraiment l'écart entre l'expérience et la description. Et les mécanismes d'apprentissage sont différents. On ne se comporte pas de la même manière. Le vécu d'une expérience via une simulation comme ça pourrait se rapprocher justement plus de la vie réelle
contrairement que de rester peut-être dans des scénarios plus hypothétiques où voilà, les mécanismes d'apprentissage seraient différents. Eh ben, merci Marois pour cet éclairage scientifique. Vous avez donc, Isabelle et Guillaume, des dispositifs très différents, hein. D'un côté, le low-tech avec les interactions, les mini-jeux en présentiel, et puis de l'autre côté, plutôt s'appuyer sur la réalité virtuelle, donc la technologie. Mais finalement, vos deux dispositifs s'appuient sur l'intelligence collective et sur, comme Vincent, là, dans le chat le souligne, sur l'aspect réflexif et mettre les participants sur cette intelligence collective pour échanger ses émotions, pour avoir un levier d'apprentissage. Comment est-ce qu'elle elle se met en œuvre dans vos dispositifs? Effectivement, nous, avec Guillaume, on a des points communs, mais on a des différences aussi assez nettes. Nous, en fait, c'est vraiment dans l'atelier de 3 heures, c'est pour un groupe d'une dizaine de personnes. C'est une alternance de mini-jeux expérientiels qu'on débriefe effectivement à chaque fois. Et après, on passe en intelligence collective autour des cartes. Et là, la personne qui anime l'atelier est plutôt en retrait et laisse le groupe s'approprier la discussion et faire en sorte que, de par les discussions et les échanges, se crée un consensus pour organiser les cartes tous et toutes ensemble, quoi. Donc il y a vraiment ces temps alternés, quoi. On vit une expérience qui suscite des émotions, on la débriefe ensemble et après, on est plus dans la partie mentale avec les cartes qui sont à chaque fois un titre, un intitulé, une proposition de définition et des données chiffrées. Et à partir de ça, les personnes sont invitées à vraiment organiser ces notions, mais qu'elles ont expérimentées au préalable. Et ça donne aussi lieu, du coup, à des partages d'histoires plus singulières, de témoignages sur les vécus, et se rendre compte aussi qu'on a une vision aussi très différente de chacune des définitions qui peuvent être proposées, des notions qui sont mises en jeu. Enfin, sur les questions de diversité et inclusion, on se rend compte que, de par notre histoire, on n'a pas du tout le même diagnostic de ce qu'est une discrimination, qu'est-ce que ça veut dire, et aussi des approches qui pourraient les solutionner. Et donc, l'enjeu de ce temps d'intelligence collective, c'est de pouvoir faire dialoguer les participants de façon la plus ouverte et apaisée, avec un temps de cadrage aussi qui est important pour que, effectivement, l'intelligence collective et la coopération puissent jouer. Guillaume, je te laisse la parole. Avant, je rebondis parce que j'ai participé à une fresque de la diversité d'Isabelle il n'y a pas plus tard que 2 semaines. Et effectivement, il y a ce temps de il y a ces temps collectifs ensemble. C'est assez ponctué et il y a des choses très précises aussi. Par exemple, je me permets de donner un exemple précis, mais de le partager là-dessus, parce que ça m'avait provoqué beaucoup d'émotions, où tu posais des questions sur la diversité, des questions concrètes dans ma vie, est-ce que je me sens à l'aise pour faire ça, par exemple, et on était tous en rond, et on faisait un pas si on se sentait à l'aise, on n'avançait pas si on ne se sentait pas à l'aise. Et de sentir la personne à côté ne pas avancer, de faire ça collectivement, les émotions étaient extrêmement fortes. Voilà, c'est un petit moment dans le parcours très précis, mais qui a vraiment créé des émotions très très fortes, qui a ouvert plein de choses, qui a ouvert des discussions, et je pense qu'il a été très puissant. Voilà, en tant que participant de ta fresque, je me permettais de le partager. Nous, pour revenir, voilà, donc c'est de la tech, c'est un casque de réalité virtuelle, mais on ne le fait pas tout seul chez soi. On ne le fait pas tout seul chez soi. Comme Isabelle, dans les fresques, on le fait en groupe. Donc, c'est des groupes de 6 à 12 personnes. Et l'idée, c'est on fait une expérience individuelle, émotionnellement forte, chacun dans le casque. Mais quand on enlève le casque, et cette partie-là est au moins aussi importante, voire plus, que la première partie, c'est on est ensemble et là on échange. Et tout de suite, vous avez les émotions qui remontent. Vous avez le vécu, alors même, il faut laisser un peu atterrir pendant 1 ou 2 minutes. Et là, les premières questions, c'est qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé? Et tout de suite, on a des réactions de ah ben non, ça c'est pas possible, ça arrive jamais. Moi, tu sais, je vis ça depuis 10 ans. Vous avez des situations qui remontent à vécu, etc. Et nous, on conseille toujours dans ces groupes d'avoir des groupes mixtes.
d'avoir des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des managers, des non-managers, des personnes qui sont là depuis 10 ans, des nouveaux arrivants. Et justement, d'avoir un échange risque avec des échanges riches, avec, je vais y arriver, riches, avec des changements de perspective, des échanges qu'on n'a pas toujours l'habitude d'avoir, parce que tous dans la vie, tous les jours, ben, on est à fond et puis tout va très vite et on est tout le temps dans l'urgence. Et là, voilà, c'est de créer ce cadre un peu sécurisé pendant une heure où on a ressenti des émotions, où on va échanger, on va remettre des mots dessus, on va revenir sur de l'apprentissage, sur des bases, et on va faire de l'empathie. Ce qu'on appelle de l'empathie, c'est comprendre l'émotion de l'autre, se mettre à la place de l'autre, d'échanger là-dessus, et voilà, de s'appuyer là-dessus pour ancrer les choses de manière durable. Et je donnerai une seule métrique, par exemple, on intervient nous beaucoup sur la thématique diversité homme-femme, sur le sexisme, sur le harcèlement, sur les agressions sexuelles. On a des groupes dans l'énergie où on intervient. On a 37% des participants qui savent identifier une agression sexuelle. 3 mois plus tard, on revient, on a 97% qui savent identifier. Et ils s'en souviennent 3 mois plus tard parce qu'ils l'ont vécu, parce qu'ils ont échangé là-dessus. Et donc maintenant, 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, voilà, c'est quelque chose qui est ancré. Merci Guillaume, Isabelle. J'entends donc un point fort sur l'émotion vécue et le lien avec la mémorisation, hein. C'était vraiment flagrant, Guillaume, quand tu nous as raconté ton expérience et on voyait bien que le souvenir était encore très fort et donc ça reste ancré et tu peux remobiliser cet apprentissage facilement. Et bon, le point que vous avez développé tous les deux autour de l'empathie que ça permet et le besoin d'animer ce soutien social, cet échange collectif. Est-ce que là-dessus, Marois, tu veux aussi nous apporter un éclairage scientifique sur ces éléments-là qui sont une extension, hein, de la façon dont on vit nos émotions et ce qu'elles nous permettent de faire en connexion avec les autres ou en connexion avec soi-même? Oui, alors en effet, moi je trouve que c'est un énorme atout que vous avez tous les deux dans vos dispositifs, justement ce côté social. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai vécu ces expériences récemment et je peux confirmer qu'on ressent vraiment beaucoup les émotions, mais que ce que j'avais vraiment apprécié le plus en tant que participante, c'est les échanges, le côté collectif, être avec les autres. Petite parenthèse de plus de mon vécu. Donc, je reviens plus aux aspects plus scientifiques sur ça. Donc, en effet, l'aspect social, c'est un point très fort de l'apprentissage. On apprend grâce aux autres, avec les autres. On peut bénéficier de leur expérience, être motivé juste par la présence des autres. Donc, vous avez parlé du levier de l'empathie. En fait, ça fait vraiment penser à ces aspects de contagion émotionnelle, le fait qu'on ressent les émotions des autres en les voyant vivre ces émotions et qu'on se met à leur place, en fait, en les observant. Et en neurosciences, il existe donc une théorie il s'appelle donc les neurones miroirs. Et c'est parce que des chercheurs donc, qui étudiaient ça, donc qui mesuraient l'activité cérébrale pendant que donc, les personnes observaient d'autres personnes faire des actions, agir, faire des actions. Et ce que ces études ont montré, c'est que en fait, les mêmes zones du cerveau sont impliquées quand il s'agit de moi qui fais une action ou alors quelqu'un d'autre que j'observe qui fait exactement la même action. Et donc, c'est de là qu'on appelle ça neurone miroir. D'une certaine manière, voilà, je vois dans le miroir, c'est des neurones qui vont s'activer de la même manière que ce soit moi ou les autres. Et c'est ce qui permet, en fait, donc, de se mettre à la place de l'autre, d'avoir de l'empathie. C'est quelque chose qui est très en lien avec l'empathie. Et à partir de là, justement, d'apprendre à agir aux besoins, même si c'est juste en observant que cela s'est passé. Et l'autre point important, donc c'est tous les deux, vous avez beaucoup parlé de discussion et de partage de ce collectif. Vous donnez des moments d'échange, en fait,
Et ça peut clairement créer donc un sentiment d'appartenance au groupe. Et ce sentiment d'appartenance peut faciliter l'apprentissage. Donc, il y a le sentiment d'appartenance, il y a aussi le fait que tout le monde, du coup, se retrouve peut-être dans une situation qui est apaisante, enfin, pas vraiment stressante, qui peut aider de se sentir bien, alors qu'il s'agit quand même, donc dans notre exemple aujourd'hui sur la diversité, de sujets compliqués. Justement, moi, j'avais trouvé intéressant dans le vécu qu'on partageait ça. Les personnes disaient que c'est des sujets compliqués, que c'est difficile de les aborder, mais le fait qu'on a un espace finalement pour en discuter tous collectivement, voilà, ça crée ce moment dont on est tous ensemble dans cet apprentissage. Sur ce point de discuter donc tous ensemble sur des sujets importants, difficiles, ça permet justement de partager ces émotions compliquées et de partager vraiment, enfin voilà, un moment de vécu d'émotions désagréables sur des situations où peut-être même quand on raconte nos expériences, on n'a pas exactement su comment agir dans le passé et on partage cela tous ensemble pour apprendre au final collectivement à comment est-ce qu'on pourrait réagir autrement ou tout simplement agir, parce que des fois justement on n'agit pas du tout, on est bloqué ou alors on n'a pas réfléchi comment y arriver, quoi. C'est très intéressant, Marois, ton éclairage, merci. D'ailleurs, avant de continuer là, sur les illustrations par les dispositifs de Guillaume et d'Isabelle, à la phrase de la diversité ou l'expérience Reverto, je voudrais en profiter pour prendre un petit moment qui fait écho avec ce qu'on essaye de faire dans ce programme. Essaim. En fait, dans l'approche d'innovation pédagogique du programme Essaim, il y a des activités pour innover dans la conception ou l'animation de dispositifs de formation. Un autre élément, une autre dimension importante, et donc sur ces éléments-là, on pourra tout à l'heure réagir à comment faire de ces émotions un outil d'apprentissage dans tout type de formation, hein, pas que des ateliers fresques ou pas que des expériences Reverto. Mais il y a un autre élément qui est la mesure d'impact, en fait, la mesure de l'impact des dispositifs de formation. Sur Essaim, on a une solution d'outillage de cette approche de mesure d'impact des formations qui dépasse les approches traditionnelles de mesure de satisfaction ou mesure de Net Promoter Score ou des mesures de tests de connaissances. Là, on va plutôt mesurer l'impact du dispositif sur la capacité à mettre en œuvre l'apprentissage, à passer à l'action. C'est la mesure de la capacité d'agir. Et ben, dans cette mesure d'impact, Marois, est-ce que tu saurais nous expliquer comment est-ce qu'on prend comment est-ce qu'on prend en compte ces éléments qui touchent au social, aux émotions dont tu nous parles ici? Oui, alors effectivement, justement, il y a beaucoup de liens ici. Donc l'observatoire, il nous permet d'aller mesurer ce qui change vraiment sur le pouvoir d'action. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est fait aussi sur plusieurs temps. On voit vraiment l'évolution de ça, donc via des mesures au cours du temps de l'agentivité, de ce qu'on appelle l'efficacité personnelle. Et ça veut dire ça combien je pense être capable de faire des choses justement et réagir dans diverses situations. Dans cet observatoire, donc on vient de mentionner, on mesure justement le soutien social. Donc j'ai parlé d'appartenance sociale. Là, c'est ce type de mesure de combien on se sent soutenu généralement. Ce type de mesure, ça peut être du soutien social au travail, ça peut être du soutien social globalement dans ma vie, mais en tout cas, il y a l'importance vraiment de combien je suis entourée socialement, qui est voilà, un facteur important sur l'action. Et une autre mesure, c'est le stress perçu. Donc c'est combien moi je perçois être stressée, et ça aussi donc c'est un facteur très important de l'agentivité, de la capacité d'agir. Et sur cette notion donc du stress perçu, il faut admettre là que en fait il faut justement apprendre et savoir reconnaître ces émotions et les laisser s'exprimer pour pouvoir bien percevoir, avoir une bonne mesure de ce que l'on ressent finalement et de notre stress et pour pouvoir agir dessus. Et au final, vous imaginez que tous ces facteurs interagissent, hein, parce qu'il y a le soutien social, ça peut aider pour se sentir bien accompagné, moins stressé. Donc tout ça, dans un sens, pourrait être des clés pour l'action et l'apprentissage.
Et je voulais juste aussi ajouter une petite chose que je trouve importante, enfin une notion dans le monde du travail, on n'en parle peut-être pas tout le temps ou pas assez, qui est vraiment important à prendre en compte par rapport à la motivation des salariés, des personnes, c'est celle de ce qu'on appelle le capital social. Ça veut dire donc avoir un capital social important via, par exemple, le support de mon manager, de mes collègues, qui me permet d'être motivée, d'être dans un bien-être et donc de diminuer le stress. Et puis tout ça, donc je vous dis pourquoi je parle de tout ça, c'est parce que justement, ça permet, donc si on se sent soutenu, même en cas d'émotions désagréables, des choses qui peuvent arriver parce que quelque chose a mal fonctionné, quelque chose se passe mal en ce moment au travail, j'ai eu un mauvais résultat. En fait, d'être dans un contexte où je suis soutenue socialement, ça peut vraiment me permettre d'exprimer ces émotions et justement de les utiliser comme levier pour apprendre et être encouragée à les exprimer, pour les utiliser pour apprendre. Là, ce que j'avais dit au tout début, on a besoin de nos émotions pour apprendre. Voilà. Merci. Donc, ce que je retiens, c'est que là, on a vraiment porté notre attention sur faire de ces émotions un levier d'apprentissage et même plus que l'apprentissage, un levier de passage à l'action et de changement. Et on le voit que dans l'illustration de vos dispositifs, Isabelle et Guillaume, vous l'avez intégré dans le design même de l'expérience, dans la façon dont vous les animez. Et là, Marois, tu illustres aussi la façon dont on l'intègre dans un dispositif de mesure d'impact d'un dispositif de formation. Est-ce que c'est si facile que ça d'intégrer ces émotions comme un levier? Là, c'est vrai que je vois sur le chat aussi que Vincent questionne cette dichotomie entre émotion et raison. Finalement, en faisant ça, on sort de cette dichotomie entre émotion et raison. On se dit juste de toute façon, elles sont là et elles ont un rôle à jouer dans l'apprentissage et dans le passage à l'action. Donc, vous l'avez bien intégré, mais est-ce que c'est si facile que ça de les intégrer à un dispositif de formation? Comment est-ce qu'on les encadre? Comment est-ce qu'on fait de ces émotions des leviers et non pas des blocages? Est-ce que ça vous est arrivé, Guillaume et Isabelle, d'avoir des situations émotionnelles qui étaient contre-productives par rapport à l'apprentissage? Oui, carrément. En fait, c'est important d'avoir en tête, c'est que ça se cadre dans le cadre de la fraise de la diversité, nous, on a vraiment fait appel qu'à des animateurs et des animatrices, des facilitateurs, des facilitatrices professionnelles qui avaient une expertise et une expérience avérée et confirmée sur l'accueil des émotions, l'animation de collectifs, sur des sujets sensibles. Et du coup, effectivement, ça nécessite d'avoir cette compétence-là, de pouvoir faire émerger des émotions, de les accueillir pleinement pour pas en être, victime, quoi. En tout cas, il y a aussi un enjeu à travailler sur soi, sur effectivement, quand une émotion forte se révèle, si elle nous percute directement, on n'est plus en capacité de tenir le groupe et le cadre qu'on a proposé. Donc il y a un enjeu clé à contractualiser le contexte d'échange. Et j'insiste vraiment sur le terme de contractualiser. Nous, on ne donne pas des règles, voilà, quand on va discuter, il faut être bienveillant, à l'écoute et sympathique. Non, l'enjeu, c'est vraiment de se dire de quoi vous avez besoin, vous. On va passer 3 heures ensemble, on va aborder des sujets qui peuvent être sensibles, où vous aurez peut-être, si vous avez envie, l'occasion de parler de votre intimité, de vos valeurs, des choses avec lesquelles on n'a pas du tout envie de tergiverser, donc sur lesquelles on est émotionnellement assez chargé. Et voilà, quel est le cadre le plus confortable qui vous permette d'être ouvert et le plus curieuse à ce qui va sortir aussi, possiblement chez vous, mais aussi chez l'autre, quoi. En sachant que, oui, Marois parlait de la coopération, l'échange, le fait d'être en collectif pour favoriser l'apprentissage, mais c'est faire émerger l'émotion, pour moi, c'est aussi une façon de se mettre d'accord, dans le sens où souvent, quand on parle, on va débattre de choses de nos opinions, on peut ne pas être d'accord et ça peut monter en épingle parce qu'on essaye de se convaincre l'un l'autre. Mais en fait, partager des émotions, on ne peut pas dire: «Ah non, je ne suis pas d'accord, tu n'es pas triste, ça n'est pas possible». Donc c'est une façon aussi de se mettre autour de la table et se dire: «Moi, je me sens en colère, moi, je me sens triste, moi, je me sens, étonnée, je suis surprise». Mais en fait, il y a pas débat, quoi. Chacun, vient avec ce qu'il est et ça permet déjà de créer un premier lien et se dire: «Bon, voilà, là-dessus, on peut s'entendre parce que, tu cherches pas à me convaincre que moi aussi je dois être triste, mais juste tu me partages ton état de tristesse, quoi». Et ça, Et ça, effectivement, ça nécessite ça nécessite d'être en capacité de le faire émerger et de l'accueillir, quoi, et de le tenir, et, jusqu'au bout.
Et là, c'est là où on arrive à un apprentissage sur 2 niveaux, c'est-à-dire on sert l'apprentissage sur le sujet, en l'occurrence le tien qui est sur la diversité, et mettre en œuvre des pratiques inclusives, mais en fait, on apprend aussi le rôle de ces émotions, et c'est transposable à toute situation, un entretien d'embauche, une réunion de collaboration, et ça devient presque une compétence en elle-même, en fait, de se connecter émotionnellement aux autres, de savoir les lire. Voilà, donc c'est presque un apprentissage à 2 niveaux là, ce que tu décris. Oui, puis déjà de savoir les identifier, les exprimer, hein, ce qui est pas facile. Moi, 80 du temps où quand je pose la question: «Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui vous a touché?» les personnes me répondent, «J'ai aimé ça» ou «J'ai pas aimé ça». Enfin, elles sont dans une réponse évaluative plutôt que dans l'expression d'une émotion, quoi. Donc ça aussi, ça nécessite une compétence d'aller chercher, derrière la réponse plutôt que s'arrêter Oui, à la de dire: première «J'ai au aimé premier ça», réflexe. ça n'est pas Ça exprimer ça son n'est pas une émotion. émotion. C'est J'aime ou j'aime pas n'est décrire pas une émotion. Voilà. et Mmh. évaluer, mais ça n'est Mmh. pas se connecter à la Mmh. réponse automatique, dont Marouane nous Mmh. parlait, la zone du cerveau qui a déclenché ça chez nous, donc c'est effectivement souvent la difficulté, en Mmh. particulier dans la sphère professionnelle, de faire de la place à ça. Et toi, Guillaume, dans le dispositif Reverto, c'est toujours facile de gérer les émotions? Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit et sur la question de Vincent que je trouve intéressante, c'est en fait, c'est sûr que si on laisse que l'émotion, bon, c'est un peu problématique. L'émotion, on s'appuie dessus pour revenir vers la raison, justement, vers l'apprentissage, vers les faits, vers savoir La en conscience, peut-être? identifier, savoir reconnaître. Donc, c'est justement de mettre des mots dessus, on la fait s'exprimer, on donne le cadre et on y va. Donc, ce qui est important, comme a dit Isabelle, voilà, dans quel cadre, c'est quoi le contrat dans lequel on va l'exprimer. Et nous, c'est extrêmement important peut-être de prévenir en fait de ce qui va se passer, tout simplement, voilà, de bien leur décrire l'expérience qu'ils vont vivre, qu'est-ce qui se passe. C'est sûr que ce qui est délicat, en général, dans des dispositifs de formation, surtout quand on est sur un déploiement à grande échelle, c'est on connaît pas nécessairement le vécu de chacune et chacun. On ne sait pas par quoi ils sont passés. Il peut y avoir des sujets sensibles et même à des moments où on s'y attend pas. Et donc, c'est vraiment au début de prévenir. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous allez vivre? Que ça peut provoquer des émotions potentiellement fortes. Et donc, de prévoir des portes de sortie, en fait, de dire, si vous n'avez pas envie de le faire, parce que c'est possible, on a une version, si vous voulez avoir de la distance, vous préférez, on a une version sur ordinateur. Et c'est extrêmement rare, mais ça arrive, voilà, d'avoir des personnes, non, moi ce sujet, il est trop prenant, il est trop chaud, etc. Je veux prendre un peu de distance. De dire, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de la faire. Et par exemple, même dans le casque, pendant qu'ils sont dedans, ils peuvent choisir de faire l'expérience en elle-même ou alors de passer directement aux questions, à des conseils pratiques. Et les autres ne le voient pas aussi de l'extérieur. Et donc voilà, c'est de prévoir à différents moments possibles, différentes portes de sortie, de laisser le choix, en tout cas de ne rien imposer. Donc de bien prévenir qu'est-ce qu'ils vont vivre, quel est le cadre, de ne rien imposer, qu'il y ait des portes de sortie qui soient aménagées, visibles ou non, pour les autres. Et voilà, d'avoir ce cadre où on se sent en sécurité. Ok, je suis au courant, ok, je suis prêt à y aller, et on y va. Ça, c'est hyper important. Merci. Donc ça ne s'improvise pas, ça peut être contre-productif, ça peut être inhibiteur, et ça s'accompagne. C'est ça que j'entends de votre part. Mais merci beaucoup pour vos témoignages et vos illustrations. Voilà, il est 14h17, et donc c'est super parce qu'on a réussi à préserver un peu de temps pour des échanges avec vous. Sébastien, merci de ton témoignage. Est-ce que tu veux nous le partager et le commenter? On n'est pas très nombreux, donc on peut se permettre tout à fait ça. Mais il faudra que tu enlèves le mute de ton micro. Et là, ça marche? Oui.
Oui, bonjour. Donc, merci beaucoup pour toutes les explications. C'était vraiment super. Je suis fresqueur de la fresque du climat. Donc, effectivement, je rejoins tout à fait Isabelle sur l'expérience de mêler émotion et prise de conscience, en fait, parce que c'est exactement le but d'une fresque du climat. On ne sait pas si les gens vont transformer vraiment leur quotidien, mais à un moment donné, ils ont ce tic qui fait mince alors. Et je coparticipe à ça. Et ça, avant la fresque, souvent, ils ne l'ont pas, en fait. On n'a pas à ce degré-là, je dirais, d'acuité, la conscience qu'on est vraiment connecté à la catastrophe. Et c'est ça qui fait qu'après, le débat sur les émotions apporte quelque chose. Je crois qu'effectivement, l'effet de surprise dont on parlait tout à l'heure, il est vraiment indispensable pour que les gens se mettent en chemin vers la réflexion. Sinon, c'est des idées toutes faites, en fait. On échange des lieux communs, voilà, il faut trier ses déchets, etc. Mais s'il n'y a pas l'émotion en amont, dans 2 jours, ils auront oublié. Oui, c'est une très Alors belle que si on leur illustration. demande, pardon, Oui, vas-y. si on leur demande de poser un post-it sur la fresque en disant, voilà, dans les 24 heures qui suivent, qu'est-ce que vous faites pour changer ça? Eh ben, on le fait après le moment d'atterrement, le moment de colère impuissante, parce que justement, ils se disent, ah ouais, en fait, c'est pas rien. Et c'est pour ça que le logo de la fresque, chaque pas compte, chaque geste compte. Ben là, ils le vivent. Voilà. Tant pis, peu importe ce qui se passe derrière, mais à un moment donné, ils le vivent. Il y a eu une prise de conscience, et ça, je pense que dans tout apprentissage, c'est une pierre de touche. C'est vrai que cette modalité d'engagement vers l'action et la fresque du climat et les autres ateliers qui ont été conçus dans le suivi de la fresque met ça au cœur et a été designé, a été conçu avec cet élément, comme tu le dis dans ton message, qui fait partie intégrante du protocole. Et l'idée, c'est bien avec la communauté Essaim d'identifier comment, dans chacun de nos parcours, de nos dispositifs d'apprentissage, qu'ils soient en format fresque ou pas, on intègre ce levier émotion comme un levier de passage à l'action. Et peut-être, je me tourne encore vers l'audience, peut-être que vous avez d'autres expériences dans d'autres formats, dans d'autres parcours d'accompagnement au changement, d'autres dispositifs de formation où vous pouvez illustrer. Parfois, dans un dispositif de formation, ça prend la forme juste de personnages plutôt que d'exposer aux apprenants des concepts et des théories. On raconte une histoire avec des personnages avec lesquels c'est plus facile de s'identifier et ressentir des émotions. Et on va aller réussir à toucher cet intérêt personnel, cette connexion qui va être le socle de l'apprentissage. Je vois une main levée, mais je n'arrive pas à voir ton nom. Donc, je t'invite à prendre la parole si tu te reconnais. Bonjour, je m'appelle Anne Gaïd, je suis fresqueuse de la diversité, formée par Isabelle, donc tout ce qu'elle vient de dire est vrai. Moi, je travaille sur des sujets de sexisme, comme Guillaume, et des ateliers expérientiels. Et je commence mes ateliers l'icebreaker par des binômes qui peuvent être mixtes ou non mixtes, où j'invite les personnes en fait à s'imaginer être dans la peau d'un autre sexe pendant 1 minute et qu'est-ce qui leur plairait en fait dans cet autre sexe. Et en fait, dans cet icebreaker, c'est pas ce moment-là qui compte, c'est le deuxième, parce qu'une fois qu'ils ont pris ce temps d'icebreaker où on se parle en binôme, je les invite à réfléchir à ce qui leur déplairait. Et en fait, ce moment, il crée un espace de compassion et une ouverture au travers de l'émotion qui met les personnes en situation et en disponibilité de la suite de l'atelier. Et pour partager ça avec vous, c'est qu'en fait, par un tout petit temps, en à peine 4 minutes, en fait, à connecter les personnes. Et cette connexion, elle favorise l'intelligence collective derrière tout le reste de l'atelier. Et Guillaume le sait aussi bien que moi, notamment les hommes arrivent dans ces ateliers un peu réticents ou méfiants à l'idée qu'ils vont devoir porter la responsabilité d'un système patriarcal. Et ça permet de créer ce lien et cette connexion entre les hommes et les femmes et de les unir sur le sujet. Voilà. Merci beaucoup de cette illustration. Marois, tu veux réagir à cette... Non, non, j'ai assez parlé. Non, c'est intéressant d'aller faire bouger les mots que tu utilises. C'est la description d'un état d'esprit. Peut-être qu'on arrive un peu réticent, anxieux de porter la responsabilité et de les faire basculer vers un état d'esprit compatissant. Et donc là, on voit bien qu'on touche... Ce ne sont pas des mots qui décrivent un raisonnement logique et
et une raison. C'est bien quand on parle d'un état d'esprit qui va influencer ma disponibilité à entendre, ma disponibilité à me projeter et à apprendre, peut-être par des phases inconfortables, des émotions inconfortables, mais qui vont être accompagnées dans un parcours vers un apprentissage durable que je vais réussir à transposer. Donc il y a une notion aussi de cette... ce besoin de connecter à l'émotion et d'être en conscience dans ce vécu d'émotion pour aller remobiliser ça dans d'autres contextes. Et c'est là où l'expérience d'apprentissage est transformante durablement. Et je prêche ce programme et ça parce que c'est bien cet objectif. On a l'ambition de moderniser le dispositif de formation des jeunes et des moins jeunes dans l'optique de créer des changements durables qui leur permettent de s'adapter à une société, à un marché du travail, à des interactions nouvelles. Et en s'équipant de cette conscience et de ces sous-jacents, on s'adapte durablement, on change nos comportements de façon durable. Eh bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Ah ben oui, je vois une main levée. Mais il faudrait que j'augmente mes... Merci Cécile, ou Cécilia, Oui, je ne vois pas la fin Cécile. de ton prénom. Oui. Voilà, merci. Je pense que c'était moi, à moins qu'il y ait d'autres participants qui lèvent aussi la main. Vas-y, tu as la parole. Non, mais je voulais juste rebondir sur les propos de la personne précédente, parce que, alors moi, je travaille à Clermont-Auvergne Métropole, rien à voir, mais je suis aussi formatrice interne, et dans ce cadre-là, j'utilise aussi quelque chose qui se rapproche de ce qu'on vient de décrire. C'est plutôt des jeux un peu en négatif. C'est-à-dire, par exemple, sur des formations sur l'entretien professionnel d'évaluation, le pire entretien du monde, on commence par là, et on le fait un petit peu en mode participatif, on essaye d'imaginer tous ensemble la pire situation du monde, et je trouve que c'est intéressant parce que à la fois ça permet de rentrer un peu par un mode ludique, parce qu'en général on arrive vite à des situations qui sont quand même assez cocasses, donc ça décomplexe un petit peu toutes les personnes qui viennent là, qui sont pas trop sûres d'elles, et du coup elles ressortent en disant que ça va, moi je fais quand même pas tout ça, heureusement je suis pas aussi pire que ça, donc ça permet de prendre un petit peu de distance et de se décomplexer par rapport au truc. Et en même temps, ça permet aussi, via les émotions qu'on ressent en ce moment, en se disant, mais là quand même il abuse, il fallait pas faire ça, du coup d'imprégner durablement une empreinte sur ce qu'il faut pas faire, hein, se dire ensemble, ok, ça j'ai compris, j'ai compris que ce serait pas agréable. Et je trouve que du coup, en l'abordant comme ça, c'est beaucoup plus clair que si on rentre directement dans le positif, c'est-à-dire dans la consigne un peu, voilà ce qu'il faudrait faire dans l'absolu. Merci beaucoup Cécile de ton témoignage, et d'ailleurs merci à tous parce que c'est vraiment ce type d'échange qu'on essaye de promouvoir avec la communauté S1. On se rend bien compte que la façon d'utiliser ces dispositifs, ces petits objets cognitifs qu'on dissémine ou ces expériences qu'on dissémine dans nos dispositifs de formation, c'est une mine d'or pour la suite de nos actions. Et on s'enrichit toujours des expériences partagées par les uns et par les autres. Les petites idées d'icebreaker ou les idées de moments réflexifs, les expériences aussi pour cadrer et créer des cadres de sécurité. Donc, créer ces moments d'échange, mutualiser les efforts, c'est un objectif fort des Saints. Aujourd'hui, on l'a vécu avec vous pendant cette heure. Je vois qu'on a Karine, peut-être qu'on peut prendre le dernier témoignage, la dernière question avant de clôturer. Merci Karine. Il faut que tu ouvres ton micro. Caméra et micro. Oui, super. Bonjour. On te voit et on t'entend. Le recours à la réalité virtuelle, donc avec la solution Reverto. J'ai pu la tester sur mon entreprise pour des sensibilisations sur le sexisme. Et c'est très puissant. L'immersion, même pour des hommes qui vont vivre pendant une dizaine de minutes ce que vit une salariée femme, voilà, dans le monde professionnel, a un impact parce qu'ils oublient, le genre pendant les 10 minutes. Et je me rappelle, lors des premières sensibilisations, avoir eu des collègues qui étaient debout
alors que à la base, voilà, l'immersion devait être réalisée assise. Ces personnes-là se levaient parce que c'était peut-être un moyen pour mettre un petit peu à distance ce qu'elles ressentaient. Et une collègue qui à la suite avait été très touchée, très en colère, parce que bien sûr, voilà, par rapport au vécu de chacun, ça peut réveiller voilà, des souvenirs. Et on a toujours mis en place, à la suite de l'immersion, une période de sas pour partager justement sur les émotions qui ont été générées dans la confidentialité, la bienveillance et le respect. Voilà. Merci. Merci Merci à vous. beaucoup, Karine. Ouais. Bon, c'est aussi pour ça qu'on avait choisi d'illustrer ce thème de l'émotion dans l'apprentissage sur ces sujets hein, de diversité et inclusion, parce que ça va toucher nos vécus, des émotions fortes. Mais je conclurai en soulignant que c'est plus facile de voir l'importance du rôle des émotions dans l'apprentissage sur ce sujet, mais il est transposable à tous les sujets, même si on fait une formation très technique pour apprendre à faire de la comptabilité de cette manière plutôt que cette manière. Quoi qu'il arrive, le bagage émotionnel, la place de l'émotion a sa place et peut être un levier d'efficacité de nos dispositifs de formation. Et réussir à hybrider nos dispositifs entre des compétences techniques et des compétences plutôt soft skills qui vont ancrer durablement l'apprentissage est un de nos objectifs. Merci à tous d'avoir été là. Le replay sera disponible et partagé donc sur la page LinkedIn de Dessin. J'en profite pour vous partager, si vous le souhaitez, vous connecter avec la communauté Dessin. Il y a une communauté, une newsletter que vous pouvez recevoir qui vous tiendra informé des événements ou des actions, une page LinkedIn. Je crois que le prochain rendez-vous webinaire aura lieu le 26 mars sur le thème de l'intelligence artificielle et les enjeux d'y mettre le facteur humain au cœur. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous y inscrire sur le site. Un grand merci à vous, Isabelle, Guillaume et Marois, de vos partages et de vos éclairages, et à bientôt à tous.